Alors, juste petite description, on est parti là, j'essaye de me lancer sur 15 minutes. Faux! Faux! Moi, je suis un champion olympique médaillé d'or du redoublement scolaire, hein. Si tu te sens moyen, nul, pas terrible à l'école, laisse tomber, hein. Moi, je bats tout le monde, j'ai redoublé à l'école absolument partout. Je ne vais pas te raconter toute ma vie, mais en tout cas, je n'ai pas rencontré de personne qui avait autant redoublé à l'école que moi. Donc si moi j'ai réussi à faire des études d'infirmier, tu peux réussir. Deuxièmement, le hasard de la vie avait voulu que, avant de commencer les études d'infirmier, j'étais sauveteur en mer à la SNSM, et puis j'étais aussi moniteur de plongée. Voilà, c'est comme ça. Le cancre que j'étais était quand même capable de suivre quelques programmes qui n'étaient pas des programmes scolaires, hein, des programmes sportifs, dirons-nous. Mais voilà, j'étais dedans. Euh, au, au tout début, j'aurais dû partir au club Méditerranée, devenir moniteur de plongée, tu vois, en sortant du bac. Et puis, en fin de compte, je suis devenu infirmier. Je ne sais pas pourquoi, j'ai découvert aussi qu'il y avait une huitaine d'infirmières dans ma famille, du côté père et du côté de ma mère aussi, c'est bizarre. Je sais pas, est-ce que ça m'a influencé? Possible. Ma mère était soignante, est-ce que ça m'a influencé? C'est possible. Je sais pas. Toujours est-il que je me suis retrouvé à faire une école d'infirmière, d'infirmier sur la promotion 91-94. Et je vais t'expliquer pourquoi, même à l'école infirmière, j'ai redoublé. J'ai redoublé partout. Tu ne peux pas me battre. Alors, pourquoi est-ce que j'ai redoublé d'ailleurs à l'école infirmière? Tout simplement parce que pendant mes études, j'ai adoré ça. Pendant mes études, en deuxième année, j'ai basculé dans les gardes. J'avais un statut d'aide-soignant puisque j'avais fait ma première année d'infirmier, d'élève infirmier, et j'avais un statut d'aide-soignant et je faisais beaucoup de gardes, notamment dans des cliniques au Havre, puisque j'ai fait mes études au Havre. Et j'ai fait trop de gardes en fait. J'ai fait trop de gardes, ce qui fait que j'avais, je pense, un assez bon niveau sur le plan technique, mais d'un point de vue théorique, bah non, j'ai eu des mauvaises notes, quoi, tout simplement. Donc je me suis vraiment bien éclaté aux urgences. Je me souviens avec nostalgie de ces petites nuits seules dans le box avec des médecins, à voir défiler les gens, avec des choses assez concrètes. Là, il fallait se débrouiller, hein. J'étais tout seul avec le chirurgien de garde la plupart du temps, et un chirurgien de garde, euh, faut faire avec, hein. Quand il est de garde, il a peut-être envie d'aller dormir, c'est pas toujours évident. Ensuite, je suis monté un peu dans les étages, faire l'aide-soignant de nuit aussi. Euh, Ça, c'est mes premières expériences d'infirmier. Ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a tout de suite fait comprendre et mis dans le bain qu'il allait falloir que je sois capable d'avoir une approche débrouillarde, hein, pas les deux pieds dans le même sabot. Ensuite, quand je suis sorti de mon diplôme d'infirmier en 95, eh bien, j'ai fait mon service militaire et j'ai tout de suite basculé dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris en tant qu'infirmier. Et puis bah là, bah, c'est le bizutage de plein de choses. Euh, c'est des super bons moments. Là, je me souviens de ces petits moments là devant les caves à feu où on est un petit groupe et puis ensuite on nous met dans le feu, quoi. Pour nous apprendre un petit peu ce que c'est. Le feu, c'est intéressant, ça fait de bons souvenirs. Et puis sorti de ça, et ben, très rapidement, j'ai basculé dans les ambulances de réanimation, où là, tu as euh, un médecin réanimateur, un conducteur et puis un infirmier à l'arrière. Et puis voilà, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est deux choses. C'est Paris, hein. Paris, euh, c'est plein de bons souvenirs, hein. Euh, mais c'est Paris, c'est les coulisses de Paris, si tu veux. Donc avec tout ce qu'il y a de beau, de magnifique, et tout ce qu'il y a de moche et de triste. Mais c'est très formateur. C'est une école de la rigueur. Moi, je sortais. Ouais, le bruit qu'on entend là, c'est mon chien qui se gratte l'oreille. Moi, je sortais avec mon diplôme. J'étais un peu tout content et en fin de compte un peu tout fier. Et eux m'ont un petit peu mis dans le droit chemin, hein. Ils m'ont expliqué: attention mon petit gars, hein, tu sors avec ton diplôme,
Maintenant, tu vas venir sur le terrain, tu vas voir ce que c'est que de devenir infirmier. En tout cas, infirmier en ambulance de réanimation. Et là, j'ai vraiment appris énormément de choses. J'ai d'abord appris l'humilité. J'ai d'abord appris à me taire et à observer et à poser des questions et à écouter. Parce que ça rigole pas. Hein. Eux, ils sont donc des militaires, hein. Ils font partie du génie, mais ils s'entraînent et ils bossent. Et ils sont sur du concret, de l'hyper concret, non-stop. De jour comme de nuit, hein, j'ai découvert les gardes de 36-72 heures. Quand tu as 15 minutes, quand tu as 5 minutes devant toi, tu manges. Quand tu as 10 minutes, tu te laves. Quand tu as 15 minutes, tu dors. Euh, Tu pars dans ton ambulance comme tu pars sur un bateau. Hein. Tu sais quand ton ambulance part, tu sais pas quand elle revient. Euh, et puis tu découvres des histoires tristes, comme je disais tout à l'heure, et puis des belles histoires, quoi. Moi, je me souviens de mon premier accouchement, c'était dans une église, par exemple. Hein, les églises sans papier, l'église Saint-Bernard, on avait fait un accouchement, c'était étonnant. Et puis j'ai découvert aussi des grands médecins, très calmes, très simples, très humbles. Quelques médecins aussi qui paniquaient par moments. C'était assez rare ça quand même. Tiens, tu vois, j'ai remis cette photo-là, c'est une belle photo, c'est un très très beau souvenir, c'est vraiment très très fort ça. Alors les pompiers aussi, il faut que je te dise quelque chose. Les pompiers, c'est ces trois mots-là. Hein. On sait que leur devise, c'est sauver ou périr. Mais ça va plus loin que ça. Au fort de Villeneuve-Saint-Georges, il est écrit altruisme, efficience, discrétion. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'a forgé pour toutes les années qu'on suivit. C'est valable pour les pompiers de Paris, c'est valable pour tous les pompiers, c'est valable pour tous les soignants. Altruisme, en tout cas, tel que je l'ai ressenti, tel que je l'ai compris en tant que pompier de Paris. Altruisme, c'est tu donnes, tu te donnes, c'est un don de toi. Pour la cause, hein, c'est-à-dire pour protéger, pour sauver, pour secourir, tu donnes toutes tes forces, tu donnes toute ton énergie. Et quand tu es à plat, quand tu es crevé, quand on ne peut plus, quand tu es à genoux, quand tu rampes, eh ben, tu te donnes encore. Hein, c'est un don. Il n'y a pas un moment où tu dis ah, quand même, putain, je suis un peu fatigué là. Non, ça n'existe pas ça. C'est altruisme, tu te donnes, c'est un don de soi. L'efficience, tu cherches l'efficacité maximum. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu te dis, mon objectif, c'est d'être à 20 sur 20, c'est d'être au top. Et quand tu as atteint le soi-disant 20 sur 20, quand tu es soi-disant au top de l'acte, de ce que tu devais faire, et ben, tu te critiques derrière. Tu te dis, est-ce que je pourrais pas faire un peu mieux? Est-ce que j'essaye de chercher la petite bête quoi, pour m'améliorer, pour être encore mieux la fois prochaine. Donc même quand tu es au soi-disant top, tu restes humble par rapport à l'objectif que tu as atteint. Et tu te dis, je peux toujours progresser. Donc tu regardes les anciens. Donc c'est une école de l'excellence. Et c'est une école de l'entraide. Tu te donnes et tu essayes d'être toujours meilleur parce que tu te dis, on pourra toujours faire mieux. Alors c'est un peu une utopie, hein, on est bien d'accord, mais c'est l'approche que tu as là-dedans. Et puis discrétion, bah, quand le travail est fait, quand tu as réussi, quand tu as fait ce qu'il y avait à faire, et bah, tu t'effaces et tu t'en vas. Les applaudissements à l'américaine, tu sais, quand ils ont... ça, c'est la honte. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, c'est la honte. Hein. Le seul honneur, c'est la discrétion. Tu as fait ce qu'il y avait à faire, tu connaissais la procédure, tu connaissais le protocole, tu as agi, tu as fait les choses, et tu repars. Et on ne saura pas qui tu es, on ne te retrouve pas. On ne te retrouve pas, on s'écrase, on se tait. Les médailles, c'est pour ceux qui sont morts, tout simplement, qui ont droit au souvenir. C'est dans quelques cas particuliers pour des vivants, parce que parfois il y a quand même des gars, il faut quand même les décorer en leur disant non, là tu mérites une médaille, alors, mais on va faire ça discrètement entre nous, parce que le plus important c'est la discrétion. Et là c'est un visage magnifique, parce que lui il porte tout ça, quoi. Hein, ce garçon là, sur cet incendie, il y a quand même eu une petite dizaine de morts. On ne sait pas ce qu'il pense dans sa tête. En tout cas, il s'est donné comme un fou. Il réfléchit, est-ce que j'ai tout fait? Est-ce que je peux pas m'améliorer? Et puis bah, les gens qu'il a participé à sauver, il veut même pas les revoir, il veut même pas en entendre parler. Il les respecte, hein, mais c'est pas le sujet. Il est déjà parti sur la prochaine mission. Et si tu l'applaudis, ah, c'est, euh, c'est énervant, quoi. Bon, je sais que l'année dernière, quand on nous a applaudi aux fenêtres, vraiment, c'était pénible, quoi. Non, moi, j'ai pas envie qu'on sache. J'ai même pas envie qu'on sache que je suis infirmier.
La discrétion. Altruisme, efficience, discrétion. Moi, j'ai appris ces 3 mots-là avec eux. Euh, et je ne suis pas toujours altruiste. Et j'ai du mal dans l'efficience. Et je devrais être plus discret. D'ailleurs, tu vois, je fais même une chaîne d'infirmières. Bravo la discrétion. Mais c'est une quête, ces 3 mots. C'est une quête. Et c'est valable, je prétends, pour probablement tous les soignants. Après, chacun voit midi à sa porte, mais je pense que c'est dans les tripes de tous les soignants. On se donne, on essaye d'être au top, on est humble et on est discret. Et en sortant des pompiers de Paris, j'ai visité tous les hôpitaux parisiens, hein, en allant déposer des victimes aux urgences. Et puis j'ai découvert un hôpital absolument magnifique, non pas parce qu'il est très esthétique, mais même s'il est magnifique aussi sur l'approche esthétique, mais c'était l'hôpital interarmé Percy à Clamart. Donc on m'a dit, mais tu sais, pour rentrer dans cet hôpital-là, il faut que tu t'engages, que tu deviennes militaire. Alors je me suis engagé et je suis devenu MITA, militaire infirmier technicien des hôpitaux des armées. Il y a plusieurs types d'infirmiers militaires, hein. Tu as les infirmiers militaires dans les armes, armée de terre, armée de l'air, marine, etc. Moi, c'était dans le service de santé des armées. J'ai adoré l'ambiance. On était sur le budget de la défense, hein. Tu sais que c'est terrible pour nous, les anciens militaires et tous les militaires. Nous étions dans la défense nationale. C'est-à-dire que notre travail, c'était de défendre le pays, défendre la nation. Et c'est devenu le ministère des Armées. Le ministère des Armées, c'est un ministère qui peut faire la guerre. Quand tu es dans la défense nationale, tu n'as pas envie de faire la guerre. Tu as juste envie de défendre ton pays. Si malheureusement il faut défendre son pays en faisant la guerre, on le fera. Mais c'est d'abord défendre, c'est pas attaquer les autres. Petit aparté. Et dans cet hôpital, j'ai adoré l'ambiance. On était vraiment là dans l'altruisme, efficience, discrétion. Une notion d'esprit de corps, d'esprit d'équipe. Je me rappelle de ma surveillante qui nous, qui nous rouspétait parce que tous les jours on faisait 1 heure sup pour aider nos collègues naturellement, quoi. On était sur des horaires de 3-8 en continu. Et quand tu avais travaillé le matin, une période, après tu faisais une période d'après-midi, et après tu faisais une période de nuit. C'est-à-dire que tu savais continuellement dans quelle galère allait se trouver l'équipe après toi et dans quelle galère se trouvait l'équipe avant toi. Et tu faisais tout pour que ce soit bien pour l'équipe qui te suivait, quoi. Et malheureusement, il y avait énormément de travail, donc c'était quand même souvent 1 heure sup, pas le temps de manger, mais j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, on s'entraidait comme des fous, quoi. Un hôpital militaire reçoit le grand public, hein. N'importe qui peut consulter, aller dans un hôpital militaire euh, pour se faire soigner. Simplement, l'hôpital militaire est vidé de tous les patients en cas de guerre, hein. Il faut que là ce soit disponible et que ce soit que des militaires qui puissent venir se faire, se faire soigner en cas de conflit. Alors évidemment c'est ouvert au grand public, mais on avait quand même beaucoup de militaires, puisqu'il y avait quelques conflits, puis aussi quelques militaires qui attrapaient des maladies infectieuses, etc. Ça c'est le premier défilé du 14 juillet pour les membres du service de santé des armées. Pour te dire qu'on avait un uniforme et puis qu'on a une petite formation, une vraie formation. T'es militaire, c'est un engagement, t'apprends à tirer, même si tu sais que tu vas surtout utiliser ce type de vêtements, hein, et puis ça court beaucoup. Là, je me suis posé dans un service, j'ai appris, je suis sorti des pompiers et j'étais dans quelque chose de relativement calme. Par rapport aux pompiers, mais très structuré avec beaucoup de travail. Alors moi j'étais en médecine interne rhumatologique et on avait tout ce qui était maladie tropicale, tout ce qui était cancer, tout ce qui était sida, tout ce qui était maladie infectieuse, sclérose en plaques, etc. Tout ce qui était diabète, évidemment, toutes ces pathologies-là. Je suis désolé. Mon chien fait un bruit d'enfer. J'ai appris aussi l'endoscopie digestive, hein, ça consiste à faire rentrer des caméras par en haut, des caméras par en bas, et puis explorer l'intérieur du corps humain. C'est vrai que de l'intérieur, il y a plein de belles couleurs, et c'est très technique. J'ai apprécié, c'est là où j'ai commencé aussi
à travailler sur la relation avec le patient. Nous, on faisait des endoscopies digestives, donc faire rentrer une caméra par la bouche à des gens qui étaient totalement réveillés, hein. On ne faisait pas d'anesthésie générale pour ça. Donc ça peut faire incroyablement peur, mais si on prépare bien son patient, si on lui explique tout, il y a une méthodologie, je ne peux pas en parler parce que ça prend trop de temps, mais on peut terminer l'examen, les gens se redressent, s'assoient, ils disent ouais, c'est désagréable, mais ça va en fait, c'est faisable. C'est désagréable, hein, mais ça va. Euh, et là, il s'agit d'être bien clair parce que tu reçois le grand public. Tu reçois des gens qui ont de grands diplômes, tu reçois des gens sans diplôme, tu reçois des gens très riches, tu reçois des gens très pauvres, tu reçois des gens qui parlent très bien le français, tu reçois des gens qui ne parlent pas du tout le français. Ils sont tous des pièces uniques, hein. Et il va falloir faire du sur-mesure, hein. C'est là que j'ai commencé à vraiment creuser la notion de sur-mesure. J'avais toujours fait du sur-mesure dans le soin jusqu'à présent, mais là, il faut prendre le temps, quoi, parce qu'il faut pas se rater, quoi. Très bel hôpital, très heureux. Il y avait le Val-de-Grâce, voilà quoi. Je suis resté presque 3 ans. Et puis ensuite j'ai arrêté tout simplement parce qu'on a quitté la région parisienne. Ici j'avais voulu rester dans l'armée, ce qui est vraiment mon hôpital de regret, hein. Si j'avais voulu rester MITA, il aurait fallu que je reste sur Paris, quoi. Et bon là Paris, voilà quoi, c'était un choix. Donc on a quitté Paris et donc j'ai quitté l'armée. Malheureusement je n'ai pas fait d'opération extérieure. Ça c'est un autre grand regret. C'est comme ça, c'est comme ça. Entre-temps, avant de vraiment quitter Paris, j'ai eu aussi une petite période d'infirmier intérimaire de nuit dans les hôpitaux parisiens. Alors là, tu vois, c'est plus la débrouille, hein, là, c'est la survie, hein. Donc bon, bah, j'ai fait tous les hôpitaux parisiens de nuit en tant qu'infirmier intérimaire. Je sais pas moi, La Pitié, Bichat, Boussicot, je sais pas moi, Villejuif, Créteil, Henri Mondor, je sais pas moi. L'hôpital Saint-Antoine, enfin, je sais plus, l'Institut Mutualisme Montsouris, enfin, plein de très 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 beaux endroits. Quand même, alors là on est en 1980, 98, 99. Là on voit que déjà ça va très très mal, hein. J'ai vu les trois milieux, les hôpitaux militaires avec un très haut niveau de matériel, d'investissement, les cliniques avec une très belle décoration et de grands chirurgiens, euh, mais ça ne fait pas tout. Et puis les hôpitaux publics où là, il y avait quand même des choses. C'était pas la déconfiture que c'est devenu, hein, mais c'était déjà assez brinque-ballant, quoi. C'était déjà assez brinque-ballant. Il y avait déjà beaucoup de souffrance parmi les salariés, quoi. Ouais, ouais, ouais. Alors là, pareil, bah, là c'est la survie, quoi. T'arrives le soir, tu cherches l'endroit où tu vas te changer, tu, euh, on te montre l'intérieur du service. Euh, va falloir se débrouiller rapidement et être à jour. Je me souviens d'être allé dans les grands services. On faisait les grands services à La Pitié. Là, c'était comment dire, alors je ne vais pas dire le nom, je n'ai pas d'histoire, mais en tout cas c'était l'ancien service du professeur Cabrol, où on faisait des transplantations cœur-poumon. J'étais très heureux d'aller faire des missions d'infirmier dans ces grands services, et j'étais très surpris du manque de matériel, quoi. C'était étonnant, quoi. Étonnant. Voilà. Et puis ensuite, et ben, j'ai attaqué ça. Ces gros objets. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Tu vois, j'ai attrapé ça. C'était une AK-100. J'ai appris à utiliser cet objet. Puis après une AK-200S. Puis après une Integra. Puis après une Innova. Puis après j'ai appris à faire de l'HFR multimat. Là, c'était la Belco. Puis après, j'ai appris à utiliser la 4008. Et puis après, j'ai appris à utiliser la 5008. Puis après, j'ai appris à utiliser la 6008. Alors, et puis, j'ai un petit peu appris à utiliser ce générateur-là aussi. Alors, tu vas me dire, mais qu'est-ce que c'est que ces trucs? Bah là, j'ai fait 22 ans d'une forme de soins palliatifs. Soins palliatifs, c'est quand tu accompagnes les gens jusqu'au bout du bout, jusqu'à leurs dernières heures.
Et c'était donc en hémodialyse chez les IRC, les insuffisants rénaux chroniques. Bon, alors grosso modo, de quoi ça parle? Eh ben, en fait, c'est des gens qui n'ont plus de reins. Hein, voilà, une des grandes causes, c'est le diabète ou l'hypertension, les gens qui fument. Et quand on a des problèmes au niveau des vaisseaux sanguins, ben, les plus petits vaisseaux se bouchent ou s'abîment, et les plus petits vaisseaux, on va les retrouver dans les yeux, mais on va les retrouver aussi au niveau des reins. Et quand les gens n'ont plus de reins, eh ben, il se passe deux choses. Le sang se charge en déchets, euh, et puis la personne n'a plus d'urine, hein, c'est fini, hein. La vessie est vide constamment. Mais si les personnes boivent de l'eau, eh bien en buvant de l'eau, bah, ça rentre mais ça ne ressort pas. Donc la personne fait des œdèmes et il faut lui retirer ses œdèmes. Donc on lui prend le sang avec deux très grosses aiguilles. On fait passer le sang dans une machine, dans un générateur de dialyse. C'est très technique. Et puis une fois que le sang est propre, c'est un circuit fermé, ben, on lui renvoie son sang propre. Là pareil, c'est à la fois très technique, il y a beaucoup de procédures. Il y a 6 semaines de formation avant d'avoir son permis de dialyse. Et on dit qu'en général, les cauchemars pour les soignants qui se lancent là-dedans continuent pendant 6 mois, 1 an. C'est seulement au bout d'1 an qu'on commence à être un peu à l'aise, quoi. Moi, j'ai fait 22 ans là-dedans. Ça m'a beaucoup plu, parce qu'il y avait à la fois un côté technique, mais aussi un côté très très humain. Euh, c'est super important que de voir nos patients, toujours pareil, comme je disais tout à l'heure, hein, en pièce unique, hein. En fait, les soignants, les infirmiers, les infirmières, on est amené à faire ce qu'on appelle du sur-mesure. C'est de l'artisanat du soin, hein. Le délire, c'est de dire je prends X millions de personnes et je fais exactement la même chose. Ça, c'est pas possible. C'est fou. C'est juste fou, hein, tout simplement. Quand tu soignes en sur-mesure. Alors certes avec les mêmes outils, certes d'une façon assez comparable d'un patient à l'autre, mais tu t'adaptes à ton patient, à ce qu'il te comprend. Il y a 3 règles un petit peu à découvrir chez ton patient, c'est est-ce qu'il peut faire les choses, est-ce qu'il veut bien faire les choses, et puis est-ce qu'il sait faire les choses, hein. On dit ne peut pas, ne veut pas, ne sait pas. C'est très très important d'échanger, de communiquer avec son patient et de se dire bon, cette personne, elle est OK, mais en fait, elle ne sait pas comment faire. Ou cette personne, elle sait comment faire, mais elle n'a pas envie. Ou alors cette personne, elle sait comment faire les choses pour bien se soigner, elle en a envie, mais elle n'en a pas les moyens. D'accord. Elle a un problème d'oreille, il lui manque une jambe, un problème de vue, un problème de mémorisation, voilà. Et c'est hyper important, hein, de savoir est-ce que la personne peut, ou alors est-ce qu'elle veut, ou alors est-ce qu'elle sait. Et puis dans ce labyrinthe relationnel, tu trouves le raccourci qui va te permettre de faire en sorte que ton patient euh, avance petit à petit, et que tu puisses le soigner, quoi. Donc c'est de l'artisanat du soin, quoi. C'est de l'artisanat du soin. Et puis c'est aussi se dire bah parfois je fais du mal aux gens, quoi. Euh, alors, façon de parler, quoi. On peut faire du mal aux gens quand on est euh, sur une mauvaise relation, donc il faut vraiment travailler sur soi. Mais quand on pose des grosses aiguilles, bah, c'est parfois douloureux, quoi. Tu sais, on nous voit, les infirmiers, les soignants, comme des gens super gentils. Non, non, on n'est pas gentil. On fait en sorte d'être gentil, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Enfin, moi, est-ce que je le suis vraiment? Je me pose la question. Tu vois, à deux titres. Par exemple, tu poses une aiguille à quelqu'un, ça lui fait super mal, la personne pleure, elle te dit s'il vous plaît, arrêtez, quoi. Euh, Bah, si tu dis bah d'accord, j'arrête, il faut que quelqu'un d'autre te remplace, ou alors il faut prévoir une autre approche, quoi. Mais parfois, il va falloir que tu y retournes, quoi. Parfois, le soin infirmier, c'est accepter de dire je vais faire le sale boulot, quoi. Il faut que je pose cette foutue aiguille, il faut que je réussisse à la poser, parce que si je la pose pas, la personne ne va pas avoir son traitement ou son médicament et ça va être trop dangereux. Euh, donc on peut rater ses ponctions. C'est pas parce que tu as raté tes ponctions que tu vas pouvoir dire bon bah j'arrête de piquer les gens, quoi. Non, tu peux rater tes ponctions et tu es obligé d'y retourner. Et avec le temps, tu t'améliores. Et tu as intérêt de t'améliorer dardard, quoi. Mais ça prend un certain temps.
Donc ça, c'est pas toujours évident au début, quoi, de se dire est-ce que je vais être capable d'aller parfois faire du mal, ou tu as des pansements qui peuvent être douloureux, quoi. Alors évidemment, hein, évidemment, on mesure la douleur, évidemment on donne des médicaments, évidemment on attaque la douleur, hein, le but c'est ça, quoi. Et en grande partie, en grande majorité du temps, on arrive à faire des trucs assez dingues avec, pour ainsi dire, zéro douleur, quoi. Ou une douleur à très très faible, ou très très acceptable, quoi. Mais ça se fait pas comme ça. C'est compliqué. Puis la deuxième chose, moi, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur est-ce que je fais bien mon boulot dans le soin, c'est qu'on peut s'habituer à des histoires dures, à des histoires tristes. Je prends souvent cet exemple-là de la personne qui va avoir sa jambe qui va être amputée. On va couper la jambe d'une personne. C'est terrible. C'est dingue, quoi. C'est terrible. Parfois, les médecins n'ont pas le choix, quoi. C'est trop dangereux, il y a des risques de gangrène, d'infection, on arrive à des stades ultimes et on se dit, bon, il va falloir couper la jambe de la personne. C'est des gros sujets, ça. Mais ça peut être un orteil, hein, c'est pas toujours la jambe, faut pas exagérer. Et au bout de la 30e, 60e, 80e amputation, tu t'aperçois que ça ne te fait plus du tout la même chose quand tu accompagnes la personne que pour la première. Il y a une très très belle chanson de Léo Ferré, Avec le temps va, tout s'en va. Ouais, avec le temps, on s'habitue à beaucoup de choses. Et ce qui n'est pas normal, moi j'ai fait ça, hein, j'ai fait ce genre d'erreur, hein, c'est comment il faut prendre de la distance, hein, avec la souffrance de l'autre, mais c'est à un moment donné de finir au café, de touiller son café, de boire sa petite tasse, puis de discuter avec sa collègue et dire ah oui, oui, madame Intel, oui, oui, on lui coupait la jambe, oui, oui, on lui coupait la jambe, oui, au-dessus du genou, je crois, ouais, 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 oui, on lui coupait en fémoral, bon voilà. Mais autrement, ton week-end, ça s'est bien passé, alors t'as réussi à louer cette voiture. Tu vois, on peut mélanger une histoire sordide, terrible, et puis en 30 secondes, on commence à parler d'autre chose, peut-être pour fuir, peut-être pour se protéger, mais parce que couper la jambe de quelqu'un, ça devient normal. Et non, c'est pas normal, quoi. Non, c'est grave, quoi. Donc il faut rester concentré sur son boulot et il faut pas passer par-dessus les gens comme ça, comme si c'était banal. Si tu veux, pour bien comprendre la souffrance c'est individuel, hein, c'est une matière, hein. T'as la joie, t'as l'amour, t'as l'émotion, les émotions, le rire, etc. Puis t'as la souffrance. La souffrance, c'est un état individuel. On ne peut pas comparer la souffrance de l'un avec la souffrance de l'autre. C'est toujours unique, c'est comme ça. Si on se fait tomber un marteau sur l'index, tous les deux, on aura deux souffrances différentes. C'est pas qu'il y en aura un qui aura plus mal que l'autre, c'est qu'on ne pourra pas l'expliquer exactement de la même façon. On l'expliquera à peu près de la même façon, mais pas exactement. C'est individuel, c'est un vécu intime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la souffrance, ça s'attaque au contact. Hein, tu peux pas attaquer la souffrance de loin. La souffrance, ça s'attaque au plus près. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. Les gens qui pensent attaquer la souffrance derrière un tableau Excel, bon, s'ils croient qu'ils font quelque chose, il faut les laisser croire ça, peut-être, voilà. Mais quand on y va, hein, la souffrance, ça s'attaque au contact, quoi. Et le problème, c'est que attaquant la souffrance au contact, au plus près, ça t'éclabousse. Tu prends un peu de la souffrance de l'autre. Et on ne peut pas la comprendre comme l'autre. Et du coup, ça te transforme. Voilà. Donc il faut... Alors ça se fait pas en un jour, ça se fait pas, mais petit à petit on est transformé, on n'est pas pareil, quoi. On évolue avec le temps, et il faut rester humble par rapport à ça. Faut pas enjamber, faut pas faire son kéké, quoi. Et moi parfois j'ai fait le kéké, hein, peut-être pour me protéger, peut-être par fatigue, mais il faut être très critique sur soi-même, quoi. On n'est pas des gentils, quoi. On essaye de le faire le plus gentiment possible, mais on n'est pas des gentils, quoi. Si tu veux attaquer la souffrance, il va falloir l'attaquer au plus près, quoi. Avec le plus d'humanité possible. Et puis tu verras des choses tristes, hein, des choses dont tu ne peux parler qu'avec soit les patients, soit tes collègues, mais des choses que tu ne pourras pas raconter à ta famille parce que ta famille ne pourra pas comprendre. Parce que c'est comme ça, quoi. Il y a des choses,
Seuls ceux qui ont vécu la souffrance au contact, qui ont été éclaboussés par la souffrance, peuvent en discuter en toute liberté, quoi. Sinon, on essaye d'expliquer aux autres, mais ils peuvent pas. C'est impossible de comprendre tant que t'as pas été le nez dessus, quoi. Donc voilà ce que je peux te dire au niveau de la souffrance. Sur une autre approche aussi, c'est qu'il faut toujours être ultra honnête. Pas honnête, ultra honnête. La notion de mensonge est totalement exclue, totalement. C'est-à-dire que si on te demande de faire quelque chose et que tu sais pas le faire, alors qu'on te l'a déjà expliqué, eh ben faut que tu le dises. J'ai pas compris, je sais pas, ou j'ai oublié. Mais c'est impossible de dire oui, oui, c'est bon, je gère, non, non, mais je sais faire ça, oui, oui, bah, je vais vous le faire, et ne pas maîtriser le geste, quoi. Alors, parce que ça va être hyper dangereux, il va y avoir des dommages, hein, il peut y avoir de la mort derrière, ou augmenter la souffrance de l'autre. Mais c'est parce qu'en plus, je vais te le dire franchement, ça se voit, hein, ça se sait, hein. Entre collègues, alors je te dis même pas en hémodialyse, c'est tellement technique que tu te trompes, tu dis tout de suite, et merde, je me suis trompé, tu rattrapes ton erreur. Mais quelqu'un qui fait une erreur en hémodialyse et qui dit ah bah, c'est mon générateur, c'est ma machine. Ah non, la machine elle obéit. La machine elle obéit, la machine elle est bête. Donc on assume ses erreurs, on dit toujours la vérité et on donne toujours ses limites. Même si on est ancien, hein. Toujours, toujours, toujours. Ça pardonne pas, quoi. On apprend énormément, il faut se lancer, hein. Moi je suis champion olympique du redoublement scolaire, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein. Donc, si toi t'estimes à l'école que t'as des difficultés, que t'es pas au top, moi j'ai réussi. Donc toi tu peux réussir. Je peux te donner un petit raccourci qui peut t'aider sur les études d'infirmier, globalement, surtout pour le cancre que j'étais. Moi, ce qui m'a énormément aidé, attention roulement de tambour, tu vas te dire ouais c'était quoi, c'était quoi? Eh ben c'était d'avoir fait du latin. Ah, t'es déçu, hein. Tu t'attendais pas à ça. Ouais, c'est vrai. Le latin, tout le monde dit que c'est une langue morte. Grosse erreur. Évidemment que le latin, personne ne parle au quotidien latin. Par contre, la personne qui maîtrise un tant soit peu le latin connaît toutes les définitions de tous les mots, de toutes les pathologies, avant les autres. Et quand tu connais le latin, eh ben, t'as pas besoin d'apprendre de définition. C'est tout simple. Je sais pas moi, adénopathie. Adéno, ça veut dire glande. Pathie, ça veut dire maladie. Adénopathie, tu sais que ça veut dire maladie des glandes. Pourquoi tu irais apprendre la définition alors que tu es capable de le traduire? Le latin, c'est une sorte de potion magique, c'est une sorte de passage secret à travers tout ce que tu devras apprendre en termes de, 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 de termes techniques, de diagnostic, de signes cliniques, etc. C'est facultatif, hein. Si tu as envie d'apprendre toutes les définitions par cœur, vas-y, fais-le. Il faudra que tu le fasses de toute façon. Mais si tu as fait un peu de latin, ça va être beaucoup plus simple. Ça va être beaucoup plus simple. D'ailleurs, vis-à-vis de n'importe quelle science, hein, la plupart du temps. Mais les sciences liées à la médecine, liées aux soins, c'est à peu près, c'est certain, quoi. Petit conseil que je puisse te donner. Ensuite, j'ai fait infirmier libéral en milieu rural. Excellent souvenir. Là aussi, tu rentres dans du sur-mesure, mais tu es à l'intérieur de la maison, à l'intérieur du domicile, quoi. Et parfois en milieu rural, tu es, quoique c'est pareil en ville, parfois tu es la seule personne que le patient, que la personne âgée verra, quoi. Là, ça fait un petit peu peur parce qu'on n'a pas tout le matériel, tous les outils que l'on pourrait avoir dans un service. Encore qu'il y a de plus en plus de matériel et les infirmières libérales, waouh, elles font du très haut niveau, hein. C'est juste que là, elles sont en général encore en équipe, mais un petit peu livrées. Là, c'est un peu la débrouille, hein, un peu la débrouille pour trouver les domiciles. Et puis un petit peu la débrouille quand tu arrives et que ce que tu devais faire, en fait, tu vas faire autre chose. La personne est tombée, la personne a sa maladie qui a évolué. On apprend beaucoup, hein, on reçoit énormément, quoi. Comme je te disais tout à l'heure, dans le don, plus tu donneras, plus tu recevras. Tu reçois le double, le triple, parfois le 10 fois plus que ce que tu donnes. Donc ça vaut le coup de donner énormément, tu vas recevoir beaucoup plus, quoi. Avec des histoires fabuleuses, des rencontres folles, quoi. Non, je t'invite à tester ça aussi, hein. Par contre,
Financièrement, c'est très dur, hein. C'est-à-dire que c'est relativement bien payé, l'infirmier libéral. Mais alors, waouh, au niveau taxes et prélèvements, l'infirmière libérale peut faire parfois énormément d'heures. Moi, je conseille d'aller dans des cabinets où il y a 3, 4, 5, 6 infirmiers, infirmières libérales. Quand tu as 5 infirmières libérales qui se partagent 3 temps plein, bah ça va. Mais quand tu es avec un infirmier libéral qui se partage un seul temps plein, moi ça m'est arrivé de faire 38 personnes, 38 personnes dans la matinée, quoi. 38 personnes. Tu t'imagines avoir 38 rendez-vous demain matin? Ton premier rendez-vous, tu vas le faire à 6 heures. Ton dernier rendez-vous, tu vas le faire à 14 heures. Tu t'imagines faire 115 km dans un petit village de 2000 habitants dans la journée, hein, 115 km. Moi, j'ai cassé 2 voitures. Là, j'ai touché mon burn-out là, à cette époque-là. Là, ça a été très très dur. Des histoires, des rencontres magnifiques, mais parce que malheureusement, j'étais sur des petits cabinets avec le recul. Mais c'était des belles histoires quand même, et je suis content de l'avoir fait. J'ai fait aussi infirmier intérimaire en EHPAD. Là, c'est un autre monde, hein. C'est de très très belles rencontres. EHPAD, hein, établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes. Ça veut tout et rien dire, hein. Tu as un tiers des EHPAD où ça se passe très 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 bien. Tu as un tiers des EHPAD où là, c'est catastrophique. C'est catastrophique par manque de soignants et de matériel. Et puis tu as un autre tiers des EHPAD où c'est un petit peu entre les deux, quoi. Il y a des endroits catastrophiques et puis des endroits où ça se passe très très bien dans le même EHPAD, hein. Et donc dire que tous les EHPAD c'est l'horreur, c'est fou, hein. Tu as des EHPAD magnifiques avec des choses vraiment fabuleuses, quoi. Alors pourquoi je te dis tout ça aussi? Parce que le fait d'être infirmier, infirmière, je reviens sur la notion d'urgence, d'hospitalisation. Ça te permet de connaître aussi vraiment toutes les coulisses. Et c'est mal de le dire, mais je m'en fiche, je le dis quand même. Tu as vraiment une médecine à 2 vitesses. Alors certes sur les plus riches et les plus pauvres, mais tu as aussi une médecine à 2 vitesses sur qui connaît les coulisses et qui les ignore. C'est certain qu'une infirmière qui a sa grand-mère en EHPAD, ou ses parents, elle va pouvoir aller voir dans les coins, dans les angles, et elle va avoir plus de connaissances, et on va pas pouvoir lui raconter d'histoire, hein. Mais c'est pareil qu'il y a quelqu'un d'hospitalisé, voilà. Moi j'avais tendance, et j'ai toujours gardé cette tendance-là, si quelqu'un de ma famille est hospitalisé, ils sont pas obligés de me le dire, mais ils savent qu'ils peuvent m'appeler. Et j'ai quelques amis aussi avec qui c'est comme ça. T'es hospitalisé, t'as un problème, etc. Tu veux que je... Ouais, ok, bon, j'arrive, ouais, bon, bah bouge pas, j'arrive. Et là, j'arrive. N'importe quelle heure du jour et de la nuit, j'arrive. Euh, et je vais finir par avoir des informations qu'on n'aurait pas données à des gens qui ignorent, qui sont ce qu'on appelle des petits lapins dans les phares. Et qui... l'hôpital, c'est un labyrinthe, c'est mon territoire. Comme tous les autres collègues que je croise, hein. Je suis tout petit, moi, là-dedans, hein. Mais c'est quand même mon territoire. Et la personne qui est en face de moi sait qu'elle a affaire à un infirmier. Et elle va pas me raconter d'histoire, quoi. Parce que je vais être cash et elle va être cash et on va se parler entre collègues et ça va aller beaucoup plus vite. Euh, Là, les situations sont tellement compliquées, hein, que quelqu'un qui a ses grands-parents ou ses parents dans un EHPAD ou dans un service et qui ne va jamais les voir et qui ne prendra jamais contact et qui ne demandera jamais aucune information, je te le dis clairement, hein, ces personnes-là seront moins bien soignées que celles qui ont une famille présente et qui vient tous les jours ou tous les 15 jours ou au moins une fois par mois, mais qui vient régulièrement et qui sont eux-mêmes encore moins bien pris en charge que ceux qui ont en plus quelqu'un de la famille qui est dans le soin. C'est pas bien de le dire, hein, mais moi je le dis, hein, parce que c'est comme ça, quoi. Donc, donc si tu deviens infirmier, infirmière, aide-soignante, tu auras un coup d'œil qui te permettra aussi de protéger les personnes que tu aimes. Alors, protéger, tu feras ce que tu peux, hein, mais ça joue quand même, hein, ça joue quand même, hein. C'est pas bien de le dire, mais moi je le dis.
Et puis ensuite, je suis devenu formateur PRAP2S ALM. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? PRAP2S ALM, c'est prévention des risques activité physique en sanitaire social et en accompagnement à la mobilité. Alors c'est quoi ce truc? En fait, c'est des vraies formations où moi je me suis éclaté, et je suis toujours formateur PRAP2S ALM, à aller dans des établissements et à aider les équipes, à la demande du chef d'établissement bien sûr, à utiliser tout le matériel ergonomique possible et imaginable pour que, le résident ou le patient, on puisse lui dire je ferai tout pour vous. Je ferai tout pour vous. Donc c'est bon, je suis là, je ferai tout pour vous. Par contre, je ferai rien à votre place. Ah ouais. Parce que si je fais tout pour vous et tout à votre place, je vais vous grabatiser, premièrement, et puis deuxièmement, je vais me casser le dos, je vais me casser les épaules, je vais me détruire. Donc je le redis, je ferai tout pour vous. Ok, en numéro 1, je ferai tout pour vous. Là où il n'y a plus personne, moi je viendrai, je ferai tout pour vous. Mais rien à leur place, c'est que je vais voir pour vous faire bouger le moindre petit mouvement, le moindre mouvement résiduel de votre corps, vous allez le faire. Vous allez bouger votre genou, votre épaule, vous allez participer. Et pour faire participer la personne, pour qu'elle puisse bouger le minimum, tu as des personnes qui peuvent absolument plus rien bouger. Donc là, tu leur fais pas faire, là tu fais tout à leur place, mais là, tu as du gros matériel et donc bien utilisé, ça quand même, ça va relativement bien, notamment avec les fameux rails au plafond. Mais dès que tu peux faire bouger un petit peu la personne, c'est quand même incomparable, quoi. Et là, il y a un savoir-faire, il y a des erreurs à connaître, il y a des raccourcis, il y a de très très belles choses, et il ne faut pas se planter dans le matériel. Et moi, je suis devenu formateur là-dedans parce que le maintien de l'autonomie, c'est encore une autre rencontre. Alors là, avec les équipes, bien sûr, toutes les équipes que je vois, moi je me déplace dans à peu près 15-20 EHPAD par an. Donc j'ai principalement sur les Pays de la Loire, mais un peu sur Paris. Je descends dans le sud, je vais un peu dans le nord, mais j'essaye d'être pas trop loin de chez moi, parce que j'aime bien retourner voir les équipes dès que c'est possible, dès qu'on m'appelle. Voilà. Et ça, c'est une passion. Alors, formateur PRAP2S ALM, en fait, c'est aussi pour te dire que quand tu deviens infirmier, à un moment ou un autre, tu vas maîtriser ton artisanat du soin, ton art, entre guillemets, de soigner, et tu peux finir par t'ennuyer. C'est vrai, les années passent, et si tu fais tout le temps les mêmes gestes, tout le temps la même spécialité, tu peux finir par t'ennuyer. Eh bien, on peut se spécialiser dans plein de choses quand on devient infirmier, infirmière. Tu as des diplômes universitaires, mais tu peux te spécialiser sur le pansement, les pansements. Tu peux te spécialiser sur l'hypnose, très intéressant. Tu peux te spécialiser, bien sûr, en infirmière de bloc, infirmière anesthésiste, où là, c'est des spécialités diplômantes. Tu peux te spécialiser sur quantité de territoire, la lutte contre la douleur, tu peux te spécialiser un peu sur la diététique, tu peux te spécialiser sur l'animation aussi, tu peux te spécialiser sur plein de choses. Moi j'ai choisi cette spécialité-là parce que c'est un truc où c'est super compliqué et il n'y a que des emmerdements. Et moi j'adore ça, plus c'est compliqué, plus j'aime. Je suis un type bizarre. Bon. J'aime la complexité, j'aime l'ergonomie, puisque l'ergonomie c'est l'approche humaine, l'approche organisationnelle et l'approche technique. Il faut relier les trois. J'adore ça. Je m'arrête là parce que je pourrais t'en parler des heures et je crois que j'ai déjà grillé largement le fameux quart d'heure. Au pays de Candy,